pour la ménopause, nous n'avons pas reçu cette éducation. Pour de nombreuses femmes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, en particulier ce qui arrive à leur cerveau et à leur esprit. Il y a donc une sorte de boîte noire dans notre éducation médicale et scientifique. Je ne dors plus la nuit. Oh, bien sûr, mon Dieu, je ne peux plus dormir correctement. Ce qui va aussi impacter la santé mentale. La première réaction est très souvent, c'est du stress. La ménopause agit un peu comme un révélateur. Elle met en lumière des vulnérabilités médicales potentielles. Les symptômes ne sont pas une fatalité. Il existe des solutions. Il existe des choses que nous pouvons faire pour aller mieux. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, avant de démarrer cet épisode, j'aimerais revenir sur un sujet que nous évoquons souvent dans Métamorphose, les changements hormonaux qui, autour de 50 ans, rendent la peau plus sèche et moins ferme. Les soins habituels ne suffisent plus toujours. C'est pour accompagner ces transformations que j'aimerais vous faire découvrir notre partenaire Patika, première marque certifiée bio au monde. Patika crée des soins experts et haute performance respectueux de la peau et de la planète. Leur collection Âge Global Suprême agit sur l'ensemble des signes de l'âge liés à la ménopause, rides, fermeté, éclat, sécheresse, grâce à 5 ingrédients brevetés pour une peau visiblement plus lumineuse et confortable. En ce moment, pour l'achat de 2 soins Âge Global Suprême, un rituel de double nettoyage vous est offert avec le code Métamorphose. Alors les amis, rendez-vous en pharmacie ou sur le site patika.com, patyka.com. Et si la ménopause n'était pas seulement une affaire d'hormones, mais avant tout une affaire de cerveau? Pourquoi tant de femmes, à cette période de leur vie, se sentent-elles soudain anxieuses, épuisées, embrouillées, sans comprendre ce qui leur arrive? Vous n'êtes pas folle, c'est le message fort de mon invité du jour, neuroscientifique de renommée internationale, spécialiste de la santé cérébrale des femmes. Elle a été reconnue par The Times comme l'une des 17 femmes scientifiques les plus influentes au monde. Dans son livre « La ménopause commence dans le cerveau », best-seller du New York Times, maintenant disponible en français chez Thierry Soucard Éditions, et The Menopause Brain pour l'édition américaine, elle montre que la périménopause et la ménopause sont des événements cérébraux majeurs qui impactent l'humeur, le sommeil, la mémoire, la concentration et les émotions, mais qui peuvent aussi devenir un véritable point de bascule. Parce que comprendre ce qui se joue dans le cerveau, c'est reprendre du pouvoir et transformer cette étape en un nouveau départ. Je suis absolument ravie d'accueillir aujourd'hui en exclusivité dans Métamorphose la docteure Lisa Mosconi pour ce sujet absolument crucial. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un vrai plaisir d'être ici et je suis très heureuse d'avoir cette conversation avec vous. Et pour nos auditrices et auditeurs, cette interview qui est maintenant traduite en français est également disponible en version originale en anglais sur toutes nos plateformes d'écoute. Alors je suis absolument convaincue que le public français sera très heureux de vous entendre. Nous avons un immense besoin de ce type d'éclairage et vous êtes clairement une pionnière sur ces questions en tant que chercheuse internationale. Alors pour commencer, beaucoup de femmes décrivent la ménopause comme une période de grande confusion intérieure, au point de se demander « est-ce que je suis en train de devenir clairement dingue ?» Et vous affirmez évidemment très clairement que les femmes ne sont pas en train de perdre la tête. Alors d'un point de vue neuroscientifique, que se passe-t-il réellement dans le cerveau pendant cette période? Et nous prendrons le temps de définir ensuite précisément ce qu'est la ménopause. Nous commençons seulement à comprendre les nombreuses façons dont la ménopause peut, ou non, affecter la santé cérébrale des femmes. La majorité de nos connaissances provient d'études cliniques et d'études observationnelles. Ce que mon équipe et moi avons apporté en plus, ce sont des données issues de l'imagerie cérébrale. D'autres scientifiques également tentent de cartographier les effets de la transition ménopausique directement sur différents paramètres de santé. Ce que nous avons mis en évidence jusqu'à présent, c'est que la ménopause est une transition dynamique, neurologique. Et c'est quelque chose de très nouveau pour beaucoup de femmes, car en
tant que société, et même entre femmes, nous avons appris à associer la ménopause uniquement aux ovaires. On la relie à la fin de la fonction reproductive, un changement de fonctionnement ovarien. Mais ce que les femmes ressentent le plus, ce sont en réalité des symptômes neurologiques, des symptômes liés au cerveau. Ils surgissent parfois sans prévenir et cela peut générer de la peur, de l'anxiété et l'impression de devenir folle, de perdre la tête. Beaucoup de participantes à nos études, comme de nombreuses patientes, viennent nous voir persuadées qu'elles vivent un début de maladie neurodégénérative. L'impact de la ménopause sur la santé mentale et la santé cérébrale peut être extrêmement profond. Et cela n'a été réellement étudié que très récemment. Oui, et on va regarder ça en détail, c'est vraiment tellement important. Et souvent, les femmes se disent, est-ce que j'ai une maladie? Est-ce que peut-être j'ai un cancer? J'en sais rien, je vais pas bien, je suis en train de perdre la tête, il y a quelque chose qui va pas, qui tourne pas rond. Oui. Alors peut-être, du coup, il est essentiel de définir ce qu'est réellement la ménopause d'un point de vue médical. C'est un process, ce n'est pas simplement, vous dites, le jour où les règles s'arrêtent. Oui, on aimerait que ce soit aussi simple. Mais non, la ménopause est une transition neuro-endocrinienne très complexe. Elle affecte le cerveau tout autant qu'elle affecte le système reproducteur et les ovaires. D'un point de vue clinique, la ménopause est divisée en 3 grandes étapes ou phases. Il y a d'abord la phase préménopausique. En général, on dit qu'elle commence après l'âge de 35 ans, donc au moment où débute le milieu de vie. Et à ce stade, le cycle menstruel est encore régulier. C'est cela la préménopause. Ce que beaucoup de femmes remarquent en revanche, c'est que même si le cycle reste régulier, il peut commencer à changer un peu. Il peut devenir un peu plus abondant ou un peu plus léger. Il peut être un peu plus court ou un peu plus long. Donc il y a déjà certaines variations à l'intérieur du cadre de la préménopause. Puis, à un moment donné, généralement au début ou au milieu de la quarantaine, le cycle menstruel commence à sauter des mois. On peut passer d'un cycle menstruel aujourd'hui à un cycle suivant dans 2 mois ou dans 3 mois. Et cela correspond au stade de périménopause précoce, lorsque le cycle est absent pendant 1 à 3 mois à la fois. Puis, plus tard, les règles commencent à être encore plus espacées. Et lorsque les règles manquent pendant 3, 4, 5 ou 6 mois d'affilée, on parle alors de périménopause tardive. C'est à ce moment-là que les symptômes ont le plus de chances d'apparaître ou d'être plus sévères. Les bouffées de chaleur sont généralement associées à la ménopause, tout comme les sueurs nocturnes, même si ce n'est pas toujours le terme le plus approprié, parce que certaines femmes ne ressentent pas de chaleur, elles ressentent du froid. Il y a donc un changement dans la façon dont le cerveau régule la température corporelle. Et cela est considéré comme le symptôme principal de la ménopause, celui que la plupart des femmes connaissent. Mais beaucoup d'autres femmes ressentent ce que l'on appelle un brouillard mental. Cette idée que l'on a une fatigue mentale, que le cerveau est fatigué et qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour faire quelque chose que 3 ou 5 ans plus tôt on aurait fait sans effort. Et cela est très perturbant pour de nombreuses femmes. Il peut y avoir des oublis, une diminution de la capacité d'attention, une diminution de la capacité à faire plusieurs choses à la fois. Il peut y avoir aussi une baisse de la résistance au stress à ce moment-là, ainsi que de l'anxiété, de la dépression, une baisse de la libido.
Les symptômes tendent d'ailleurs à s'accumuler et s'aggraver à ce moment de la transition. Pas après la ménopause, mais avant. C'est vraiment essentiel de le savoir, parce que cette phase peut durer 1 ou 2 ans chez certaines femmes plus chanceuses, mais chez d'autres, elle peut durer jusqu'à 7 ans. Et cela peut être extrêmement perturbant. Il est aussi important de comprendre que la ménopause ne se limite pas au moment où un médecin vous dit « Vous n'avez pas eu de règles depuis 1 an ou plus. Vous êtes maintenant ménopausée. » La partie la plus active de la ménopause pour le cerveau se situe en réalité avant cela. Ce sont les années qui précèdent l'arrêt définitif des règles. C'est cela, la ménopause, telle qu'elle est définie cliniquement. Après cela, il y a la phase post-ménopausique qui dure aussi longtemps qu'une femme est en vie. Une fois que la ménopause est atteinte, on est post-ménopausé pour le reste de sa vie. Ok, pour toujours. Les premières années, jusqu'à environ 6 ans, restent assez actives du point de vue du cerveau. Le cerveau est encore en train de s'ajuster. Les symptômes peuvent persister, mais ensuite, pour beaucoup de femmes, ils finissent par s'atténuer. Puis, dans la phase post-ménopausique tardive, la situation est généralement moins turbulente pour la plupart des femmes. Même si, malheureusement, chez certaines, les symptômes persistent. Oui, et nous reviendrons plus tard, évidemment, sur la question du traitement hormonal de la ménopause, mais avant ça, pourquoi finalement la ménopause existe-t-elle ? Vous parlez de cette question dans le livre. Et quel problème cela vient-il résoudre d'ailleurs pour le cerveau ? Notamment résoudre ou pas résoudre d'ailleurs en termes d'énergie, de longévité et de résilience. C'est une question très controversée, ou un sujet très controversé, si vous voulez. À l'heure actuelle, il existe 2 grandes écoles de pensée. Il y a des scientifiques, des épidémiologistes et des cliniciens qui pensent que la ménopause est une erreur, que la nature n'avait pas prévu que les femmes vivent au-delà de leurs années reproductives, et que la médecine et les avancées technologiques ont prolongé la durée de vie des femmes d'une manière qui n'est pas nécessairement bénéfique pour elles. C'est une première école de pensée. Ce n'est pas la mienne. Mais elle est légitime, et il est important de prendre ces préoccupations au sérieux. Cette idée repose sur le fait que si l'on observe toutes les espèces femelles sur Terre, très peu vivent au-delà de la ménopause. La plupart des femelles animales meurent relativement peu de temps après la fin de leur vie reproductive. Il existe très peu d'espèces qui vivent après la ménopause. Parmi elles, certaines baleines, comme les orques, et j'aime beaucoup cette analogie, les narvals, peut-être certains types d'éléphants d'Asie, ou de girafes, et potentiellement un insecte, le puceron japonais. Et les femmes. Il y a donc quelque chose de très particulier dans le fait que les femmes vivent au-delà de la ménopause. Et à mon avis, ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme acquis. Ensuite, il y a une autre école de pensée qui s'appuie sur l'hypothèse de la grand-mère. Une hypothèse très intéressante. Et qui dit que la vie ne se résume pas à la reproduction. Il y a une immense valeur à avoir sa mère et sa grand-mère présentes dans sa vie. En tant que jeune femme, une fois qu'elles ont dépassé leur propre période reproductive, à ce moment-là, elles ne donnent plus naissance à des enfants, mais elles peuvent occuper un rôle de soutien et de soins. Elles peuvent aider les femmes plus jeunes à avoir des enfants, à élever leurs enfants, à soutenir les petits-enfants et à soutenir l'espèce et le groupe en fournissant tous les soins dont les bébés humains ont besoin. Les bébés humains sont extrêmement exigeants sur le plan métabolique et anatomique. Vous voulez dire que c'est un processus de survie ? Oui, et il ne s'agit pas seulement pour un individu de pouvoir avoir davantage d'enfants pour transmettre ses gènes.
Ça, c'est une vision très darwinienne du 19e siècle. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il est très bénéfique que des générations puissent contribuer à la société et à l'économie sans être directement impliquées dans la reproduction. Donc on ne teste pas ces deux extrêmes, mais je pense qu'il est indéniable que les sociétés dans lesquelles les femmes âgées sont présentes, actives et impliquées, fonctionnent mieux que celles où ce n'est pas le cas. Du point de vue du cerveau, nous avons montré, et d'autres aussi, que le cerveau humain, et en particulier le cerveau des femmes, a la capacité de s'adapter à la ménopause et de continuer à fonctionner, contrairement à celui de nombreuses autres espèces animales. Pour moi, cela parle clairement d'évolution. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on doit encore étudier en profondeur, mais selon moi, c'est un procédé encouragé. Oui, dans votre livre, on voit que le cerveau en préménopause et le cerveau pendant la ménopause évoluent sur 4-5 ans à peu près. Et vous donnez des schémas et vous montrez un schéma, c'est très intéressant. Vous parlez aussi des différences entre le cerveau féminin et le cerveau masculin, parce qu'il y a une vraie différence au niveau du cerveau. Pourquoi est-ce que c'est si important de voir ces différences et de les entendre? Vous dites que plus de 3 femmes sur 4 développent des symptômes qui sont liés à notre cerveau à ce moment-là de la vie. C'est vraiment beaucoup. Et pourtant, comme vous l'avez dit, ces symptômes sont très souvent minimisés. Mais d'ailleurs, même par les femmes elles-mêmes, parce que quand on est dans la quarantaine, au début de la quarantaine, on ne pense pas du tout à la préménopause. En général, on a des enfants, encore en bas âge, peut-être même on vient d'avoir des enfants, on vient juste de passer la quarantaine. Ok, je change. Je suis plus évidemment dans la période la plus jeune de ma vie, mais on pense pas spontanément quand même à la ménopause à ce moment-là. Donc c'est peut-être aussi pour ça que les symptômes sont minimisés. Oui, j'ai vraiment le sentiment qu'en tant que femmes, nous ne recevons pas une véritable éducation sur notre corps. Nous savons qu'à un moment donné de la vie, on traverse la puberté. Très souvent, notre maman nous en parle. Et si ce n'est pas le cas, nos amis nous en parlent. On sait que notre corps va changer, se développer et que l'on va devenir une femme. Nous savons aussi ce qui se passe pendant la grossesse. Il y a de l'information, il y a de l'éducation. Et je ne sais pas si c'est le cas en France. On suit des cours, on se prépare. Oui, c'est le cas en Europe. Exactement. On connaît le process jusqu'à l'arrivée du bébé. Et ensuite, on est livré à nous-mêmes. Il y a très peu d'informations sur le postpartum et combien de temps cela va prendre pour se remettre totalement d'un accouchement. Mais au moins, nous avons davantage de ressources aujourd'hui. Les gens savent que cela existe. Mais pour la ménopause, nous n'avons pas reçu cette éducation. Et cela peut être extrêmement déstabilisant. Pour de nombreuses femmes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, en particulier ce qui arrive à leur cerveau et à leur esprit. Et l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas cette information, c'est tout simplement que la recherche n'a pas été faite. Quand on parle de neurosciences, qui est mon domaine, donc l'étude du cerveau, une grande partie de nos connaissances vient d'études animales. Or, la plupart des animaux ne traversent pas la ménopause comme nous. Ou bien, les données viennent d'études menées chez les hommes. Et les hommes, eux, ne traversent pas la ménopause. Il y a donc une sorte de boîte noire dans notre éducation médicale et scientifique. On a une vague idée de ce que la ménopause peut impliquer, mais on minimise systématiquement les préoccupations des femmes en lien avec leur santé cérébrale et leur santé mentale pendant cette transition. La grande majorité des femmes, dans la quarantaine, si elles vont voir leur médecin en disant « j'ai un brouillard mental, je ne me reconnais plus, je me sens déprimée, j'ai de l'anxiété, je suis très irritable. Je ne dors plus la nuit. » Oh, bien sûr, mon Dieu, je ne peux plus dormir correctement. Ce qui va aussi impacter la santé mentale, peu importe notre résilience. La première réaction est très souvent, c'est du stress.
De la part de la plupart des médecins, on entendra « Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous traversez une période difficile? Comment va votre couple, votre relation, votre famille ?» Et beaucoup de femmes finissent par se voir prescrire des antidépresseurs parce que les médecins ne reconnaissent pas toujours les manifestations de la ménopause, en dehors des bouffées de chaleur. Si vous dites « j'ai des bouffées de chaleur », on vous répondra « Ah, d'accord, parlons des options ». Mais pour tout le reste, nous n'avons pas encore de cadre clair. Oui, alors et je montre votre livre à l'écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube et je rappelle que nous en avons désormais une très bonne traduction qui est maintenant disponible chez Thierry Soucard Éditions en français. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet ouvrage, c'est aussi cette séparation entre la gynécologie et la neurologie, les neurosciences. Peut-être que cela a desservi les femmes finalement pendant cette transition de vie parce que comme vous l'expliquez, on parle beaucoup des ovaires, mais le problème principal, c'est la façon dont le cerveau réagit. Et ça a été étudié finalement que très récemment et avec du coup d'autres disciplines, d'autres experts de santé. Oui, absolument. Vous voyez, en médecine occidentale, je pense qu'on est très bon pour prendre en charge les réactions sévères. Et il existe ce paradigme selon lequel chaque organe a son spécialiste. Si vous avez un problème cardiaque, vous allez voir un cardiologue. Un problème aux yeux, vous allez voir un ophtalmologue. Mais la ménopause n'est pas une maladie. C'est une transition qui, oui, est déclenchée par les ovaires. Mais puisque les ovaires sont connectés au reste du corps et communiquent avec le reste du corps et avec le cerveau à travers les hormones, de fait, les effets de la ménopause ne sont donc pas localisés aux ovaires. Les effets sont systémiques. La fonction cardiaque peut changer, l'activité métabolique peut changer, la distribution des graisses peut changer, la densité des os peut changer, le fonctionnement du cerveau peut changer. Et pourtant, la ménopause a longtemps été confinée à l'ovaire. Donc on consulte un gynécologue. Or, les gynécologues ne sont pas formés au cerveau, ni à la santé cérébrale. Et inversement, les spécialistes du cerveau ne sont généralement pas formés à la gynécologie ou à la ménopause. Il existe donc une déconnexion qui apparaît très clairement. Aujourd'hui, de plus en plus de cliniciens, y compris dans notre clinique, adoptent une approche intégrative. Nous travaillons avec des gynécologues. On travaille très bien avec nos collègues gynécos à la clinique de la ménopause. Mais on travaille aussi avec des cardiologues, des endocrinologues, plein de spécialistes différents. Des neurologues, évidemment, mais aussi des psychiatres. Parce qu'il y a tellement d'aspects de la ménopause à prendre en compte et qu'il faut une expertise multiple pour vraiment considérer une femme dans sa globalité et pas uniquement ses ovaires. Mais alors du coup, les femmes qui nous écoutent doivent se dire, alors, qui est-ce que je suis censée aller consulter? Alors, quel médecin? Est-ce que c'est mon médecin traitant? Est-ce que c'est mon gynécologue? Est-ce que c'est un neurologue? On est un peu perdu et souvent, chaque spécialiste va dire c'est pas de mon ressort. Quand on dit j'ai un brouillard mental, par exemple, c'est difficile de savoir vers qui se tourner. Oui, c'est difficile, mais les choses évoluent. J'aime l'idée que notre ménopause n'est pas celle de nos mères. Les nouvelles générations ont accès à beaucoup plus de soutien et à des soins bien plus spécialisés qu'auparavant. Ce n'est pas encore universel, mais nous allons clairement dans cette direction. Ici, la première personne à consulter reste le gynécologue, parce qu'il y a des éléments essentiels à évaluer. Le fonctionnement ovarien doit être examiné en premier lieu. Et très souvent, le gynécologue peut déjà vous orienter, dire si un traitement hormonal est approprié ou quel type de traitement pourrait convenir. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus d'options thérapeutiques qu'auparavant. C'est donc
une première étape importante. Si les préoccupations sont plus sévères et ne sont pas soulagées par ces approches, il peut être pertinent de consulter un neurologue, par exemple, puisque c'est un organe qui peut être impacté. Donc, c'est bien de regarder dans cette direction, notamment pour les femmes qui sont très inquiètes à propos d'un risque de maladie neurodégénérative. Par exemple, si vous avez des antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer ou des marqueurs génétiques associés, il peut être très utile, et encore une fois, ce n'est que mon opinion, mais je vois un intérêt certain d'avoir une évaluation préventive. Au minimum, faire un bilan cognitif. Cela permet de comparer vos performances à celles d'autres personnes du même âge et de vous rassurer. C'est la ménopause. Ce n'est pas quelque chose. Cela ne veut pas dire que les symptômes ne sont pas intenses ou difficiles à supporter. Mais la ménopause est plus transitoire et plus modulable que, par exemple, un déclin cognitif progressif ou un accident vasculaire cérébral. Cela est important de le savoir. Oui, d'ailleurs, le problème avec ce que vous venez de dire à propos des symptômes sévères, c'est que souvent, ils ne sont pas forcément, je dirais, très graves individuellement, mais on peut les avoir tous en même temps, et là, ça devient grave. C'est-à-dire quand on a le manque de sommeil, des problèmes de mémoire, un brouillard mental, etc., chaque symptôme qui sont pris séparément n'est pas forcément très sévère, mais en fait, l'accumulation devient... c'est trop, quoi. C'est beaucoup. On peut avoir parfois aussi une baisse de la libido. Donc, dans le couple peut être aussi fragilisé à ce moment-là sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Donc, à la fin, c'est peut-être pas vraiment sévère, pris individuellement, mais l'ensemble devient lourd, très pesant et vraiment difficile à vivre. Exactement. C'est exactement ce que je veux dire. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais c'est un problème qu'on peut régler. Et ce qui est très important, c'est que les femmes sachent qu'il existe des choses que l'on peut faire pour aider. Pendant très longtemps, l'idée dominante était que quand on traverse la ménopause, on doit simplement passer au travers, se taire, accepter. Il n'y avait personne à qui parler, il n'y avait pas de traitement possible. Pendant des années, on a dit aux femmes de ne pas regarder du côté du traitement hormonal, sauf si elles voulaient prendre un risque de cancer. Aujourd'hui, nous comprenons que, bien sûr, il faut être prudente, mais que cette option existe, qu'elle est sur la table et qu'elle peut réellement soulager beaucoup de problèmes chez beaucoup de femmes. Je n'essaie pas de pousser le traitement hormonal sur qui que ce soit, je dis simplement que c'est une option, alors qu'il y a encore quelques années, ce n'était même pas envisagé. Et aujourd'hui, nous avons aussi d'autres options qui ne sont pas hormonales. Donc, on peut travailler avec cela. Et je pense que c'est très important que toutes les femmes sachent qu'il existe des choses que l'on peut faire. Et aussi, le mode de vie est extrêmement important. Ce n'est pas seulement une question de médicaments ou de prescriptions. Il y a aussi une dimension liée au mode de vie et à l'état d'esprit. On va y revenir tout à l'heure, bien sûr. Mais quand on a ces symptômes, surtout en périménopause, finalement, il y a beaucoup de femmes, en effet, qui font pas le lien. Bon, elles se disent, je suis un peu déprimée, je suis un peu anxieuse. Voilà, peut-être que c'est parce que j'ai le syndrome du nid-vide, il y a mes enfants qui quittent la maison. Et elles mettent pas forcément, on met pas forcément ces symptômes ensemble. Et c'est ça aussi le problème. Parfois, il y a des médecins qui vous disent non, mais vous êtes trop stressé au boulot, c'est parce que vous êtes fatigué, vous travaillez trop, ou alors vous traversez une crise existentielle. Bah oui, nous traversons une crise existentielle, nous traversons une crise, mais c'est pour une raison précise et peut-être une raison hormonale, en fait. Et vous parlez de cette dimension neurobiologique de cette période, du coup, qui est très importante. Oui, une fenêtre d'opportunité. Nous savons aujourd'hui qu'il existe une fenêtre temporelle, pendant laquelle le cerveau est particulièrement sensible aux changements hormonaux et aux fluctuations hormonales. Pendant de nombreuses années, on pensait que cette fenêtre était assez étroite, limitée à quelques années avant et après les dernières règles. Mais aujourd'hui, grâce aux études menées par la communauté scientifique, nous savons que cette fenêtre d'opportunité pour intervenir est en réalité plus large que ce que l'on pensait auparavant.
Cela signifie que le cerveau est particulièrement sensible, du moins pourrait être plus sensible à la thérapie hormonale, pendant une période plus étendue avant et après l'arrêt des règles. Et bien sûr, nous devons encore mieux définir cette période, mais je trouve cela encourageant, parce que cela signifie qu'il existe un moment où l'on peut agir, où l'on peut accompagner ces changements. Alors, quel est le lien exact avec la dépression ? Est-ce que vous avez vu des femmes entrer dans des dépressions très profondes ? Ou est-ce que c'est plutôt, comme on l'a dit, l'accumulation de plusieurs symptômes qui conduit finalement à la dépression ? Oui, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est la manière dont la ménopause affecte la santé cérébrale. Le cerveau et les ovaires sont connectés par le système neuro-endocrinien. Et ce qui alimente ce système, ce sont les hormones, les œstrogènes, la progestérone. Ces hormones produites par les ovaires montent jusqu'au cerveau et transmettent de l'information. Les œstrogènes, en particulier, sont connus comme le grand régulateur de la santé cérébrale, parce que le cerveau possède énormément de récepteurs aux estrogènes. Les œstrogènes fonctionnent comme une clé qui ouvre une serrure. L'œstrogène est la clé et le récepteur aux estrogènes est la serrure. Une fois que cette serrure est ouverte, beaucoup de choses positives peuvent se produire. Plus de flux sanguin, plus d'énergie, plus de protection, plus de plasticité, moins d'inflammation, mais aussi une meilleure régulation du stress et de l'inflammation, mais aussi la régulation des fonctions, c'est très important. Il existe des régions très spécifiques du cerveau qui répondent de manière préférentielle aux œstrogènes. Elles possèdent davantage de récepteurs. Certaines de ces régions sont importantes pour l'humeur, d'autres pour le sommeil, d'autres pour la mémoire, d'autres encore pour l'attention. Par exemple, il y a une région du cerveau appelée l'amygdale, qui est impliquée dans l'humeur, la régulation émotionnelle et la stabilité émotionnelle. Ce n'est pas la seule région concernée, mais c'est un bon exemple pour expliquer le mécanisme. Lorsque les niveaux d'œstrogènes sont constants et stables, l'amygdale fonctionne de manière stable. Lorsque les niveaux d'œstrogènes chutent fortement ou fluctuent de manière importante, le fonctionnement de cette région est perturbé. Et cela peut conduire à des symptômes de dépression, d'anxiété, de peur, voire même de colère chez certaines femmes. Ah oui, on connaît bien ça en fait dans le postpartum parce qu'il y a ces fortes fluctuations hormonales qui sont à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément conscience qu'il y avait la même chose qui pouvait se produire en préménopause en fait avec ces espèces de montagnes russes hormonales. Et comme vous l'avez très bien dit, l'un des œstrogènes les plus importants, c'est l'estradiol. Vous dites vous-même que c'est un peu le boss du cerveau, enfin c'est un peu le CIO, quoi, le patron, quoi. Oui, les œstrogènes constituent une classe d'hormones. Ce n'est pas une seule hormone. Il en existe plusieurs sous-types. La plus puissante, la plus active sur le plan neurologique et la plus abondante est le 17-bêta-estradiol. C'est l'hormone que les ovaires produisent en plus grande quantité jusqu'à la ménopause. C'est aussi celle qui est la plus représentée dans le cerveau. Quand je dis que l'estradiol est le PDG du cerveau, c'est parce qu'il agit vraiment comme un régulateur central de la santé cérébrale des femmes. Il est un peu partout et il est très puissant. Il dit au cerveau, tu as besoin de plus d'oxygène, tu as besoin de plus de nutriments, tu as besoin de moins d'inflammation. Donc, il est un peu partout. Lorsque l'estradiol part en retraite, si l'on peut dire, un autre type d'estrogène, appelé l'estrone, prend en partie le relais. Mais le problème, c'est que le corps ne produit pas beaucoup d'estrone après la ménopause. Il y en a donc moins au départ, et cette hormone est aussi moins puissante. On se retrouve donc en quelque sorte avec un PDG de remplacement qui n'est pas aussi performant. Certaines fonctions sont préservées, bien sûr, mais on sent que quelque chose ne fonctionne plus comme avant.
C'est ma façon de l'expliquer en tout cas. Alors vous parlez d'un remodelage, vous parlez vraiment d'un remodelage du cerveau pendant cette période, pendant ce processus. Comment est-ce que ça fonctionne ? Et pour donner aussi une bonne nouvelle, vous dites que ça peut devenir une sorte de super pouvoir quand même, ce cerveau qui se transforme. Mais quand on souffre sur le plan hormonal, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un super pouvoir. Alors, dans quel sens le cerveau s'adapte-t-il à la période suivante ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est quelque chose qui doit encore être étudié de manière plus approfondie. Mais nous avons déjà certaines données qui montrent que la ménopause ressemble à un projet de rénovation du cerveau. Parce que, si on y réfléchit, tous ces neurones qui sont essentiels pour permettre une grossesse ne sont plus nécessaires. Les neurones consomment énormément d'énergie et occupent beaucoup d'espace. Donc, selon mon interprétation, qui reste une hypothèse et qui devra être validée, il est logique que le cerveau se dise « Je n'ai plus besoin de ces neurones, je peux m'en séparer. » Ou peut-être pas des neurones eux-mêmes, mais plutôt des connexions entre les neurones. Donc le cerveau se réorganise, il se reconfigure pour devenir plus utile à vous en tant que femme, à ce stade de la vie. Maintenant que l'objectif n'est plus d'avoir des enfants, de les élever ou de survivre à l'épreuve de maternité, mais de passer à l'étape suivante de la vie, qui n'est plus une phase reproductive, mais qui doit rester une phase très productive. Nous avons observé ce type de remodelage à la puberté. On l'a vu pendant la grossesse. Et nous le voyons aussi pendant la ménopause. Nous venons d'ailleurs de publier une étude. Je pourrais vous montrer de belles images. Nous avons de très belles images pour vos auditeurs s'ils le veulent, dans laquelle nous avons montré que la connectivité cérébrale est très dense avant la ménopause. Puis, pendant la périménopause, cette connectivité chute fortement. Cela signifie que quelque chose est en train de se passer, même si nous ne sommes pas encore capables de tout mesurer précisément. Ensuite, boum, la connectivité remonte pendant la phase post-ménopause, pendant laquelle le cerveau des femmes post-ménopausées présente parfois une connectivité encore plus élevée que celui des hommes du même âge. La connectivité est plus distribuée, ce qui montre clairement que ces cerveaux sont organisés pour agir, pour accomplir des choses. Ils sont simplement organisés différemment parce que les besoins sont différents. Les besoins de la femme changent et le cerveau doit soutenir ces nouveaux besoins. Donc, de mon point de vue, c'est clairement un avantage. Oui, bien sûr, ça dépend aussi du niveau de souffrance. C'est vrai que si une femme souffre véritablement, une des options, on en reparlera tout à l'heure, c'est peut-être le traitement hormonal de la ménopause. Sachant qu'il y a beaucoup de peur, de confusion autour du traitement hormonal. Mais aujourd'hui, vous allez en parler, il y a aussi d'autres types de traitements, et notamment, on parle en France, en Suisse, d'un traitement dit à la française, parce qu'on utilise beaucoup, par exemple, les patchs, les gels qui sont appliqués sur la peau. Je ne sais pas comment ça se passe, en tout cas aux États-Unis ou vous en Italie, parce que vous êtes d'origine italienne, mais selon vous, elles doivent rester, de toute façon, les femmes doivent rester informées, voir avec leur médecin traitant pour voir quelles seraient les bonnes options, en fait, pour celles, en tout cas, qui souffrent. Je dirais que le traitement hormonal substitutif est une option valable pour de nombreuses femmes. Il existe cependant des contre-indications et il est important de les connaître. Certaines femmes ne sont pas éligibles au traitement hormonal. Aux États-Unis, les choses sont devenues un peu plus flexibles, même s'il existe encore des débats très vifs sur les limites à poser. Cela peut être amené à changer, mais aujourd'hui, les sociétés médicales internationales ont clairement revu leur position. Oui, la FDA américaine, entre autres. Très récemment, je crois. Oui, oui, tout à fait. Oui, d'un point de vue clinique, il existe désormais un consensus général selon lequel, chez les femmes de moins de 60 ans présentant des symptômes de la ménopause, les bénéfices du traitement hormonal dépassent les risques. Et les risques sont considérés comme rares. C'est extrêmement important que les femmes l'entendent, parce que dans notre imaginaire collectif, nous avons intégré l'idée suivante.
Le traitement hormonal provoque le cancer du sein. Beaucoup de femmes disent immédiatement « je n'en prends pas parce que j'ai peur du cancer ». Il est donc essentiel d'avoir une compréhension équilibrée des risques et des bénéfices réels. Par exemple, beaucoup de femmes peuvent comprendre que, je ne sais pas en France, mais en Italie, certainement. Comprendre que la consommation excessive d'alcool est un facteur de risque de cancer du sein. Mais ces risques sont souvent considérés comme modérés. Ouais, le manque de sport, également la sédentarité, qui représente, un gros risque aussi de cancer. La malbouffe, on pourrait citer aussi. Absolument. Oui. Et ces risques sont bien plus conséquents que la thérapie hormonale pour le cancer du sein, que la thérapie hormonale d'il y a 20 ans, qui a été reliée au risque de cancer du sein. Et pourtant, on ne dit pas « je ne vais pas boire ce verre de vin parce que j'ai peur du cancer du sein ». Ce que je veux dire, c'est qu'il faut remettre les risques dans leur contexte. Cela ne veut pas dire que le risque est nul. Je ne dis absolument pas cela. Je dis que le risque est individuel. Il dépend de nombreux facteurs et c'est quelque chose que le médecin peut vous aider à analyser afin de déterminer si le traitement hormonal est approprié pour vous. Et comme vous l'avez mentionné, il existe aujourd'hui de nombreuses façons d'utiliser le traitement hormonal. On peut prendre des comprimés, on peut utiliser des patchs, comme ici. On peut utiliser des sprays ou des gels. Tout cela doit être personnalisé et doit être personnalisé. C'est juste une option. Ce qui est important de dire, c'est que le traitement hormonal est une option. Il n'est pas destiné à tout le monde. Si cela ne fonctionne pas pour vous, ou si ne vous souhaitez pas en prendre, il existe d'autres options. Et il faut aussi en parler également. Alors pour le cerveau, quels sont les bénéfices du traitement hormonal de la ménopause, de la thérapie hormonale ? Le cerveau est un organe complexe. Dans la pratique clinique, nous traitons surtout les symptômes. Le traitement hormonal est principalement indiqué pour les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Il est parfois utilisé hors indication pour les perturbations du sommeil ou certains symptômes légers de dépression quand ils sont déclenchés par la transition ménopausique. Évidemment, si vous avez des troubles du sommeil pour une autre raison, le traitement hormonal ne vous aidera pas. En revanche, si votre sommeil est perturbé à cause des fluctuations hormonales ou des sueurs nocturnes, alors le traitement hormonal peut aider. Ce sont donc les indications principales aujourd'hui. Pour le brouillard mental, on travaille encore dessus. Ok, est-ce que ça a aussi un impact sur d'autres maladies, par exemple comme on pense à la maladie d'Alzheimer ou sur le système cardiovasculaire ? Est-ce que ça aide en fait ? Très controversé, très controversé en Italie. Nous travaillons dessus. Je pense sincèrement qu'il existe un rôle potentiel du traitement hormonal, mais ce rôle doit être étudié de manière très rigoureuse, avec des méthodes modernes et surtout sans biais. C'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais je viens de lancer ce qui est, à ma connaissance, le plus grand programme de recherche sur la santé neurologique des femmes, en particulier sur la ménopause, les changements hormonaux au cours de la vie et le risque de maladie d'Alzheimer. C'est un programme sur 3 ans, ce que nous appelons un sprint de 3 ans, ce qui signifie que nous avons 3 ans avec un budget conséquent pour répondre aux questions les plus urgentes. Dans 3 ans, j'espère avoir des réponses à ces questions et nous espérons fournir des données scientifiques solides, rigoureuses, dont nous avons tous besoin pour faire évoluer les conversations. Et je l'espère, pour enfin nous détacher de ce qui s'est passé il y a 20 ans et qui continue encore aujourd'hui à influencer très fortement la façon dont on pense le traitement hormonal. Alors, je vais vous poser une question, Dr Mosconi, qui est peut-être un peu difficile à formuler. Si on prend un traitement hormonal,
est-ce que du coup, ça empêche le cerveau de faire le travail qu'il est en train d'essayer de faire, dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de se remodeler? Autrement dit, si le cerveau doit traverser ce processus et que l'on prend un traitement hormonal, puis qu'on l'arrête, est-ce qu'on ne va pas recréer une sorte de périménopause ou de préménopause ou de ménopause avec à nouveau des fluctuations hormonales quand on va arrêter le traitement? Si on arrête le traitement, par exemple, à 60 ans, est-ce que c'est pas comme vivre une sorte de ménopause un peu brutale à ce moment-là? Et est-ce que finalement, on ne fait pas que juste repousser les symptômes quand on prend le traitement hormonal dans le temps? Je ne pense pas. Est-ce que ça a du sens, en fait, de poser cette question, de vous poser cette question? Oui, c'est une question qui a beaucoup de sens. Et nous nous la sommes posée aussi, bien sûr. Aujourd'hui, nous commençons à pouvoir y répondre grâce à l'imagerie cérébrale. Nous avons maintenant des outils qui nous permettent de mesurer la concentration d'œstrogène dans le cerveau. Croyez-le ou non, moi je ne pouvais pas le croire, mais avant 2024, on n'avait aucune façon de faire. C'était inacceptable. Mais maintenant on avance, on en apprend tous les jours de plus en plus et plus rapidement. Ma conclusion, c'est que si vous prenez une thérapie hormonale durant la transition vers la ménopause, cela va en réalité adoucir cette transition. C'est que le traitement hormonal ne change pas fondamentalement la trajectoire du cerveau. Il n'empêche pas le cerveau de se transformer. En revanche, il atténue les symptômes. Le cerveau va donc continuer à traverser la transition, le corps aussi, mais vous le ressentirez moins. Et l'idée de prendre des hormones après la ménopause pendant un certain temps a aussi évolué. Jusqu'à il y a quelques années, l'idée dominante était qu'il fallait en prendre le moins possible, pendant la période la plus courte possible. Dès que l'on se sentait mieux, on arrêtait. Aujourd'hui, l'idée est différente. Il n'y a plus de seuil d'arrêt arbitraire. Si vous avez encore des symptômes, vous pouvez continuer. Et si cela vous aide, vous pouvez en prendre après 60 ans. Bien sûr, il faut être prudente. Il faut travailler avec un médecin qui vous connaît, qui vous comprend et qui réalise les bons examens. Mais il n'y a plus d'âge fixe auquel il faudra absolument arrêter. Nous utilisons l'imagerie cérébrale et d'autres modalités pour vraiment visualiser ce qui se passe dans le cerveau, au niveau des hormones et d'autres paramètres. En comparant les cas sans traitement hormonal et avec traitement hormonal, et nous étudions cela actuellement. À ce stade, il n'existe aucune preuve montrant que le traitement hormonal empêcherait le cerveau de faire son travail, ou vous mettrez, vous ou votre cerveau, en difficulté à long terme. Si quelque chose, cela semble être très variable d'une femme à l'autre. Certaines femmes en tirent énormément de bénéfices, d'autres beaucoup moins. Et nous essayons justement de comprendre si nous pouvons prédire ce type de réponse. Quelles femmes vont pouvoir en bénéficier et quelles femmes ne pourront pas? Et pourquoi? L'idée est de pouvoir déterminer si ce traitement est le bon pour vous, en particulier. Alors, et aussi, si on commence le traitement 2 ou 5 ans, par exemple, après l'arrêt des règles, on disait tout à l'heure qu'il y avait une limite de 10 ans après la ménopause. Je ne sais pas si ça a été réévalué. Et du coup, le cerveau pourrait se dire « Oh mon Dieu, mais c'est de retour ». Une femme qui prend, par exemple, les oestrogènes 5 ans après, qui a à nouveau des hormones, les oestrogènes sont de retour, la progestérone est de retour, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, à nouveau, que le corps doive s'adapter. Alors, est-ce que de ce point de vue-là, est-ce qu'il vaut mieux commencer plus tôt le traitement de la ménopause, soit avant l'arrêt des règles, soit juste après l'arrêt des règles, pour éviter, entre guillemets, ce choc? Oui. Cela dépend beaucoup de la physiologie. Et ce qui est déterminant, ce ne sont pas les hormones en elles-mêmes, mais les récepteurs hormonaux. Les récepteurs ne sont pas toujours présents indéfiniment. Le cerveau doit continuer d'en produire constamment. Et s'il n'y a pas d'hormones pour activer les récepteurs pendant une longue période, le cerveau peut se dire qu'ils ne sont plus utiles et que ça ne vaut plus la peine de maintenir ces récepteurs. Et donc, à un certain moment, les récepteurs aux estrogènes peuvent devenir moins actifs, voire disparaître.
Et une fois que cela s'est produit, on peut administrer autant d'œstrogènes que l'on veut, ça ne servira à rien. Oui, c'est ça. S'il n'y a plus de récepteurs, effectivement, ça ne sert à rien. Le système doit rester actif. C'est pour cela que cette notion de fenêtre d'opportunité est si importante. Nous essayons de comprendre pendant combien de temps les récepteurs aux œstrogènes vont rester fonctionnels. Est-ce qu'ils vont continuer d'opérer s'ils ne sont pas stimulés pendant une longue période de temps? Cela peut nous aider à déterminer quand commencer un traitement et quand l'arrêter. Et une autre question très importante pour nous concerne la dose appropriée pour le cerveau. Aujourd'hui, les doses utilisées sont principalement destinées à soulager les symptômes. Mais la question est la suivante. Est-ce que l'on peut utiliser les hormones pour soutenir le cerveau? Et pas seulement pour enlever ou soulager les symptômes. Mais est-ce que je peux les utiliser comme une stratégie préventive pour la santé cérébrale? On verra. Oui, mais en effet, on verra parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore assez empirique. On nous dit souvent de commencer avec la dose minimale, puis on observe comment on sent. Et si au bout de 3 ou 6 mois, tout va mieux, on se dit que ça fonctionne. Et puis, si ça fonctionne pas, on ajuste le traitement. Et par exemple, on augmente, avec le médecin, bien entendu, on augmente la dose. Bon, et puis si ça va toujours pas mieux, comme vous le disiez, peut-être que effectivement, ce sont les récepteurs des œstrogènes qui sont plus là. Et alors du coup, ma question, c'est est-ce que justement, on peut mesurer si nos récepteurs sont toujours fonctionnels? Oui, nous commençons à pouvoir le faire. Et il y a une chose très importante que je dois mentionner et que beaucoup de personnes ignorent. Nous pouvons mesurer les hormones dans le sang. Vous pouvez aller chez votre médecin, faire un test sanguin et dire « mon taux d'œstrogène est de temps ». Mais cela n'a pas de relation directe avec la quantité d'œstrogène dans votre cerveau. Ce sont 2 systèmes différents. Le cerveau gère ses propres œstrogènes d'une manière spécifique. Donc on ne peut pas utiliser un dosage sanguin des œstrogènes pour savoir ce qui se passe dans le cerveau. Ah, c'est très clair, oui. Très bon à rappeler, merci. Beaucoup de femmes disent « Je suis allée faire une prise de sang, mon taux d'œstrogène est bas, donc je dois prendre un traitement ». Mais ce n'est pas ainsi que nous déterminons si une femme est une bonne candidate au traitement hormonal. Nous nous basons sur les symptômes, parce que ce sont les symptômes qui reflètent ce qui se passe dans le cerveau. Un dosage sanguin ne vous dira pas ce que fait votre cerveau. Je préfère passer à l'imagerie cérébrale. Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement de la progestérone et de la testostérone, puisqu'on a parlé là de l'estradiol, et ensuite j'aimerais vraiment que l'on aborde aussi les choix de mode de vie et les options qui sont non hormonales. On avait dit qu'on reviendrait dessus parce que c'est aussi fondamental. Absolument. Alors peut-être que sur la progestérone et la testostérone, on peut dire juste quelques mots, puisqu'on s'approche de la fin de cette émission. Je suis sûre que vous avez de quoi dire des choses. La progestérone est une autre hormone très importante et elle est assez systématiquement sous-estimée. Elle a tendance à chuter plus tôt que les œstrogènes. Elle n'est pas suffisamment étudiée, mais elle a été associée à des changements d'habitude de sommeil. Et il arrive que la progestérone soit utilisée comme traitement, notamment pour améliorer le sommeil. C'est quelque chose d'important à savoir. La testostérone, quant à elle, n'est pas suffisamment étudiée chez les femmes en ce qui concerne la santé cérébrale. Nous savons qu'elle peut aider à améliorer la libido, c'est pour cela qu'elle est parfois utilisée, mais nous ne savons pas encore si ce type de traitement peut aussi soutenir l'énergie, la cognition ou l'humeur. Les études n'ont pas encore été menées. Nous avons besoin de beaucoup plus de données. C'est suffisamment résumé? Oui, parfait. C'est bon de le savoir. Et pour la progestérone, on peut la prendre soit sous forme de comprimé, alors soit par voie vaginale, soit par voie orale. Et on la prend souvent le soir. Oui. Pour le sommeil, c'est plutôt une prise orale sous forme de comprimé. Est-ce qu'il y a d'autres façons de prendre la progestérone par la peau, par exemple? Non, vous savez, mais la meilleure façon de la prendre, c'est vraiment prise orale, la mieux absorbée. D'accord, alors maintenant parlons des options non hormonales, les plantes, les phytoœstrogènes, mais qui sont quand même hormonales, mais à travers les plantes, par exemple. Que montrent les études aujourd'hui à ce sujet? Oui, je dois préciser que lorsque j'ai écrit le livre,
On n'avait pas encore levé au hasard. Oh si, pardon, on avait déjà levé au hasard. C'est dans le livre. Mais oui, il existe aujourd'hui des thérapies non hormonales pour les bouffées de chaleur. Il s'agit notamment d'une classe de médicaments appelée inhibiteurs de la neurokinine. C'est une classe très intéressante de médicaments sur ordonnance que je recommande d'explorer lorsque les hormones ne sont plus une option. Concernant les plantes, les suppléments et autres, les preuves d'efficacité sont généralement bien plus faibles que pour la thérapie hormonale, mais c'est une évidence. Tous les médicaments sont produits pour avoir une bonne efficacité rapidement. Quand on regarde la puissance des plantes et les vitamines, il faut aussi regarder les effets à long terme. Mais ils font aujourd'hui partie des options disponibles. Mais au-delà de ça, le mode de vie joue un rôle essentiel. Et cela doit faire partie de l'approche globale. Mais il existe certaines stratégies qui ont été associées à une ménopause plus douce. Pour moi, les deux principales sont les phytoœstrogènes, comme vous l'avez mentionné, qui sont des composés d'origine végétale ayant une activité œstrogénique. Ils ont montré une certaine efficacité chez certaines femmes, en particulier pour les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Oui, par exemple avec le soja. Oui, le soja principalement, ou encore le trèfle rouge. Le trèfle rouge est plutôt utilisé pour les sueurs nocturnes. Il existe aussi une plante qui est approuvée dans certains pays européens, lactée à grappe noire. C'est une herbe qui est utilisée pour soulager les symptômes de la ménopause. J'aimerais aussi parler d'autres approches non hormonales mais qui fonctionnent. L'une d'entre elles est la thérapie cognitivo-comportementale. Il s'agit de travailler avec un spécialiste pour modifier, dans une certaine mesure, la façon dont on réagit aux symptômes. On ne traite pas directement les hormones, mais on apprend à atténuer l'intensité ressentie des bouffées de chaleur, du stress, de l'anxiété. C'est une approche validée par plusieurs sociétés savantes, ce qui est très important. Il existe aussi l'hypnose clinique. Il est parfois difficile de trouver des praticiens spécialisés dans la ménopause, mais ils sont de plus en plus nombreux à mesure que le besoin devient visible. Là encore, cette approche est reconnue, ou tout du moins acceptée, par les sociétés professionnelles. Et bien sûr, il y a tout ce qui concerne le mode de vie. Et le mode de vie est extrêmement important. L'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress, la réduction de l'exposition aux toxines. Il y a énormément de choses que nous pouvons faire au quotidien pour améliorer notre vécu de cette période. Peut-être pouvons-nous dire aussi qu'il est important de faire attention à l'inflammation dans le corps et notamment au sucre. Vous le redites dans votre ouvrage, qui joue un rôle majeur dans l'inflammation du cerveau à cette période-là. Oui, les glucides raffinés ne sont pas utiles. Parce que les hormones sont des hormones. L'insuline est une hormone. Il est vraiment important de maintenir des niveaux de glucose et d'insuline stables pendant la transition ménopausique. Les glucides raffinés, les huiles raffinées, les aliments ultra transformés en général, ce n'est pas favorable. Il faut les éviter. À l'inverse, les aliments complets, et en particulier une alimentation majoritairement végétale, deviennent très bénéfiques. Ils sont une excellente source d'antioxydants, de composés anti-inflammatoires, et d'autres substances qui soutiennent la santé hormonale. On parle beaucoup aujourd'hui du microbiote, mais il existe une partie spécifique du microbiote que l'on appelle l'estrobolome. Il joue un rôle très précis dans la régulation et le recyclage des oestrogènes dans l'organisme. Et ce qui permet à ces bonnes bactéries de prospérer, ce sont les plantes. Elles aiment particulièrement les aliments d'origine végétale qui fermentent bien dans l'intestin. Les oligosaccharides, les oignons, les betteraves, tous ces légumes et tubercules qui ont une légère saveur sucrée, mais pas trop. Ils sont très bons pour la santé intestinale qui est elle-même étroitement liée à la santé hormonale.
Oui, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a aussi beaucoup marqué. Vous avez expliqué qu'il fallait être prudente avec la perte de poids, avec la façon dont on maigrit. Parce que parfois, vous dites que ça peut aggraver les choses, que les fluctuations hormonales peuvent être encore plus importantes lorsque l'on perd du poids très rapidement pendant cette période. C'est intéressant. Oui, les régimes yo-yo, les régimes drastiques ne sont jamais une bonne idée. Il vaut beaucoup mieux se concentrer sur la masse musculaire. Je pense que toutes les femmes, dès la trentaine et la quarantaine, devraient vraiment veiller à préserver une bonne masse musculaire et une bonne densité osseuse. La musculature, le squelette, le tronc, tout cela permet de maintenir une activité métabolique saine. Ce qui se passe à la ménopause, c'est que la source des oestrogènes change. Avant, l'estradiol est principalement produit par les ovaires, puis l'œstrone, qui est produit principalement en brûlant des graisses. Après la ménopause, beaucoup de femmes constatent une prise de masse grasse au niveau du ventre, ce qui est souvent difficile à vivre. Oui, bien sûr. Mais en réalité, c'est la manière dont le corps essaie de préserver des réserves d'œstrogènes. Donc il ne faut pas aller frontalement à l'encontre de ce que le corps essaye de faire. Cette masse grasse joue un rôle tampon face à la baisse des oestrogènes. Je pense qu'une alimentation saine, une routine d'exercice équilibrée, qui ne soit pas punitive, mais soutenante, est essentielle. Une amie à moi, Marie-Claire Haver, qui est spécialiste de la ménopause, en parle très bien. Elle dit toujours forte plutôt que fine, particulièrement avec la ménopause. Et je trouve ça très juste. Nous sommes toutes conditionnées à correspondre à un certain idéal physique. Être mince, être fine, avoir une certaine silhouette. Non. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'être forte. Parce que la force est l'une des meilleures stratégies de prévention que nous ayons. Nous voulons préserver la masse osseuse. Une fracture de la hanche est ce qui conduit de nombreuses femmes vers une perte d'autonomie. Donc, il est fondamental de bien prendre soin de soi. Je pense qu'en tant que femmes, nous devons nous détacher de ces injonctions esthétiques préfabriquées et plutôt chercher à nous sentir fortes, capables, bien dans notre corps. Donc, allons-y pour le renforcement musculaire, par la résistance, par un entraînement adapté. Oui, c'est ça. C'est très dans l'air du temps de faire de la musculation. Maintenant qu'on sait que c'est très utile pour ça et pour stimuler en fait l'aspect hormonal. Oui, absolument. C'est plutôt récent. C'est relativement nouveau. Et jusqu'à récemment, on disait surtout cardio, transpirer, brûler, éliminer. Mais aujourd'hui, on comprend l'importance d'un effort plus lent, plus progressif, qui soutient la croissance musculaire et la récupération. Et cela s'avère également très bénéfique pour la santé du cerveau. Alors, ça fait le lien justement avec ce que vous dites sur l'état d'esprit, le mindset. Vous disiez tout à l'heure que c'était extrêmement important. C'est sûr que parfois, quand on traverse la ménopause, justement, le mindset, il n'est pas très bon. On a l'impression qu'on rentre dans une espèce de cercle vicieux. On aimerait bien aller bien, mais on n'a plus l'élan. On se sent moyennement bien et on se sent moins vif mentalement. On a envie peut-être de faire moins de sport. Donc là, donnez-nous des clés. Vous savez, la ménopause arrivera, que vous le vouliez ou non. Alors autant l'accepter et en tirer le meilleur. Les symptômes ne sont pas une fatalité. Il existe des solutions. Il existe des choses que nous pouvons faire pour aller mieux. Mais il faut être proactive. Nous sommes dans une zone grise aujourd'hui. De plus en plus de ressources existent, de plus en plus de spécialistes se forment, mais ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Donc il faut s'informer, lire, poser des questions, ne pas s'arrêter au premier non et aller voir son médecin et dire « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Parce que ce n'est pas quelque chose qui se règle en 5 minutes. C'est une démarche. Il faut travailler ensemble. Et même si j'espère que ma fille
n'aura pas traversé tout cela de la même manière. Aujourd'hui, nous devons encore apprendre à défendre nos besoins. Mais je pense que l'état d'esprit est vraiment fondamental. Si vous pensez que quelque chose va vous faire du mal, vous allez plus avoir tendance à vous sentir mal, à avoir des symptômes négatifs, des effets négatifs. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo, ou plutôt l'effet nocebo. Alors que si vous vous dites « ce n'est pas facile », ce n'est pas agréable ou parfait. Mais je peux traverser cette période et je serai mieux après. Maintenant, je dois faire en sorte d'avoir toute l'aide dont j'ai besoin et cela change tout. C'est aussi un très bon moment de parler de la notion de self-care. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais à la mi-vie, beaucoup de femmes sont prises en étau entre leurs responsabilités. Il y a les enfants qui ont encore besoin d'aide. S'ils sont jeunes, comme ma fille de 10 ans, elle a beaucoup besoin de moi et je veux passer beaucoup de temps avec elle. Mais c'est du travail. Il y a les parents qui vieillissent. Il y a le travail, avec ses responsabilités malgré nos millions d'autres. Et au milieu de tout ça, le temps pour soi disparaît. Et ce n'est pas acceptable. La mi-vie est la période à laquelle les femmes doivent vraiment faire l'effort d'apprécier que le self-care, prendre soin de soi, n'est pas égoïste. On ne peut pas donner aux autres quand on est vide. Prendre soin de soi permet aussi de mieux prendre soin des autres. Et là-dessus, je suis catégorique. Nous méritons de prendre soin de nous-mêmes. Nous le méritons, véritablement. Oui, c'est très important de se rappeler que nous avons ce pouvoir, que nous avons ces ressources et qu'il existe des solutions, comme vous l'avez très bien dit. Alors peut-être un dernier mot, si vous voulez bien, sur le TDAH. On n'a pas vraiment eu le temps d'en parler. Parfois, des femmes disent que la ménopause a révélé leur TDAH, qu'elles ne comprennent pas comment soudain, à 50, 40, 50, 60 ans, elles se sont senties perdues. Ça révèle en fait des symptômes. Je crois qu'il existe des études aussi à ce sujet. Oui, absolument. Et vous voyez, la ménopause agit un peu comme un révélateur. Elle met en lumière des vulnérabilités médicales potentielles. Par exemple, si une femme a une prédisposition à la dépression, mais qu'elle n'a jamais été dépressive de sa vie, elle peut vivre son premier épisode dépressif au moment de la ménopause. C'est la même chose pour les attaques de panique ou l'anxiété. C'est la même chose pour le brouillard mental. Imaginons que vos neurones aient déjà un peu de mal, que votre cerveau ne soit pas optimal pour la mémoire, mais que jusque-là, vous gériez très bien. Quand le cerveau devient plus vulnérable, cette fragilité peut se manifester par plus d'oubli. Et c'est pareil pour le TDAH. Les régions du cerveau impliquées dans l'attention soutenue, la concentration, le focus, sont fortement régulées par les oestrogènes. Ainsi, beaucoup de femmes, au moment de la ménopause, peuvent en réalité vivre une diminution de leur capacité d'attention. Et à cela s'ajoute la fatigue mentale, ce qui donne vraiment l'impression d'avoir un TDAH. Mais ce n'est pas nécessairement un diagnostic clinique de TDAH, même si ça y ressemble. C'est un peu comme ces femmes qui pensent avoir une neurodégénérescence précoce. En réalité, c'est la ménopause. Donc l'idée, c'est d'observer ce qui se passe dans le temps. Si ces symptômes disparaissent, alors c'était la ménopause. Ce n'était pas un TDAH. Et il n'est peut-être pas nécessaire de suivre un traitement spécifique pour le TDAH. Si en revanche cela persiste, alors oui, peut-être qu'il existe un terrain sous-jacent qui mérite d'être exploré. À présent, tout devient clair, c'est démasqué. La ménopause est un peu comme ça. Elle peut faire ressurgir les risques. Parce que les risques peuvent devenir des problèmes médicaux.
Oui, c'est tellement important de le dire. En tout cas, merci infiniment, docteur Lisa Mosconi, pour cet épisode absolument essentiel. C'est vrai qu'on a enregistré plus de 1400 émissions et je pense sincèrement que celui-ci est l'un des plus importants pour les femmes. Je le rappelle, vous êtes une pionnière. Vous avez aujourd'hui toutes les données. Vous savez ce qui a été étudié, ce qui n'a pas encore été, ce qui est en train d'émerger. C'est quelque chose que la majorité des femmes, la ménopause, vont traverser au cours de leur vie. Je rappelle que votre livre, The Menopause Brain, en anglais pour l'édition française, La ménopause commence dans le cerveau, qui est un best-seller du New York Times, qui est maintenant disponible en français aux éditions Thierry Soucard. Merci encore infiniment. J'espère que nous aurons l'occasion de nous reparler, peut-être lorsque vous aurez de nouvelles études à partager avec les femmes et avec notre audience. Merci beaucoup. Oh, merci. J'adorerais. Merci infiniment de m'avoir invitée. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.